Salut à tous, c'est Aymeric de Aymeric Timelapse et dans cette vidéo on va parler de ce qu'il y a dans mon sac. C'est parti. Ok, donc la première chose c'est mon sac photo. J'utilise le Lowepro 200 Roller qui est vraiment sympathique parce qu'il y a deux roues et bien évidemment quand on a beaucoup d'équipement et qu'on doit aller dans les aéroports ou qu'on doit marcher beaucoup, avoir des petites roulettes, eh bien ça aide beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en plus d'avoir la tâche pour le trépied sur le côté, eh bien ce sac-là devient en quelques secondes un sac à dos. Et ça c'est super parce que si vous allez marcher dans les montagnes et que vous ne pouvez pas emmener les roues, eh bien avoir un sac à dos c'est plus pratique. Et ce que j'adore aussi, eh bien c'est que cette valise, eh bien ça devient une deuxième valise en fait, ce qui fait que vous pouvez avoir une valise plus un sac à dos. Donc c'est vraiment deux sacs en un. Et ça j'adore. Donc ma caméra favorite que j'utilise principalement tout le temps, quasiment, c'est le 5D Mark III avec un grip. Donc j'utilise un grip avec deux batteries à l'intérieur. J'utilise le 5D Mark III comme ma caméra principale. Dès qu'il y a un jour-nuit ou des timelapses de nuit, je pars là-dessus parce que je trouve que la qualité au niveau du grain est meilleure. La netteté également, je trouve meilleure que le 6D. En parlant de tout, je trouve que c'est quand même une meilleure caméra que le 6D. C'est pour ça que ça reste ma caméra principale, le 5D Mark III. Donc ce que j'adore avec le Canon 6D, déjà que c'est un plein format. Et en plus, c'est un prix abordable. Pour environ 1000-1100 $, vous pouvez avoir un plein format de chez Canon. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que la qualité des images est quand même vraiment impressionnante pour un appareil à 1000 $. Et quand on tourne en RAW et plein de photos en timelapse, on a besoin d'un appareil robuste et vraiment qui va tenir le coup après une séquence de 2000 ou 3000 photos. Celui-là, ça fait à peu près 1 an que je l'ai, mais les Canon 6D, ça fait à peu près 2-3 ans que je travaille avec, et vraiment j'adore. Vraiment j'adore, c'est vraiment un prix très abordable pour la qualité de chez Canon. Ok, donc mon premier objectif, celui que j'adore, celui que j'utilise depuis le début, c'est le 24-105 f4L IS USM. Donc j'adore cet objectif parce que vraiment du 24 au 105, ça va de très large à zoomer, donc ça couvre vraiment une grosse partie. En plus de ça, il y a de l'image stabilisation, donc je peux l'utiliser pour mes vlogs et pour mes vidéos, c'est parfait. Et c'est F4L, donc c'est de la série des L Luxe, ce qui veut dire que les verres à l'intérieur sont vraiment sympas, sont vraiment bien, sont vraiment plus professionnels que les autres, et on peut avoir une image, une netteté derrière qui est vraiment meilleure que des objectifs qui ne sont pas de série L. Donc c'est pour ça, le 24-105, c'est vraiment mon go-to objectif. Donc mon premier objectif ici, c'est le 17-40. Le 17-40, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très abordable. C'est la qualité Canon, c'est un f4L, donc c'est la série L Luxe de chez Canon. J'utilise cet objectif principalement pour mes hyperlapses en fait, mes hyperlapses, parce que j'ai besoin vraiment de rester entre, je dirais, 20 et 24 mm parfois, pour être assez large comme dans ce timelapse là. Pour après, tout ce qui est au-dessus de 24, j'aime mieux utiliser mon 24-105. Ou alors si je tourne avec deux appareils, eh bien j'utilise le 24-105 et le 17-40 sur les deux caméras. Ensuite, celui-là, le Samyang 14 mm f2.8. J'ai été très surpris par celui-là parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai acheté. Je l'ai juste vu le prix à environ 300 $ quand je l'ai acheté. J'avais besoin d'un f2.8 pour faire des timelapses de la Voie lactée. Donc je suis parti avec celui-là parce que pour 300 $, franchement. Et j'ai vraiment été surpris de la qualité. C'est vraiment très net, que ce soit pour les étoiles ou quand je fais des plans très très larges en ville. C'est vraiment un objectif qui vaut le coup parce que c'est pas cher et la qualité derrière, il y a un rapport qualité-prix énorme. Et donc le Samyang 14 mm f2.8, je recommande complètement. Et ensuite, je pense que chaque photographe devrait au moins avoir un comme ça. Le 70-200, c'est un classique. Je suis parti avec le F4L USM, donc pas de stabilisation d'image parce que je tourne pas énormément de vidéos. J'ai pas le Mark II, j'ai pas le 2.8 parce que je trouve que c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd et que je tourne rarement mes timelapses en 2.8. Donc je suis parti avec un F4L basique. Déjà c'est moins cher, c'est vraiment très léger, c'est moins lourd à transporter quand on a besoin de marcher beaucoup. Et la qualité d'image pour moi, elle est parfaite. Donc ça suffit amplement pour tout mon travail timelapse. Et enfin, j'ai le Extender 2x EF Mark III, donc qui permet d'étendre la focale par 2 en utilisant mon 70-200 qui devient un 140-400 pour seulement 400 $. Et ça, c'est vraiment bien. Si vous voulez savoir ce que je pense de ce produit, je vous conseille de cliquer dans le lien dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo revue sur cet article-là en détail qui vous dit ce que j'en pense et s'il est bien pour les timelapses ou pas. Ok, donc maintenant on va parler du motion control. Donc qu'est-ce que le motion control?
c'est-à-dire avoir du mouvement sur nos timelapse, que ce soit aller de gauche à droite, de haut en bas, ou d'avoir un mouvement avec le slider. Donc on va avoir une pan and tilt head, donc une tête motorisée, et on va avoir un slider. Donc je suis parti avec le Kessler Crane Second Shooter Plus. Donc là on a la pan and tilt, et là on a le stealth slider. Donc pourquoi je suis parti avec ce matériel-là et pas une autre marque? Je trouvais que la façon de l'utiliser était vraiment plus simple que d'autres produits que j'ai pu voir en ligne et des revues que j'ai pu voir également en ligne. J'ai vu que celui-là était vraiment très simple. On peut avoir un truc manuel comme ici. Donc voilà, je peux tourner manuellement. Je peux mettre en place 2 ou 3 keyframes, des images clés. Je peux choisir le nombre de photos dont j'ai besoin, la vitesse, le temps de pause, etc., etc. Je suis sûr que les autres marques font ça, mais je suis également parti sur cette marque-là parce que je le trouvais très compact et facile à transporter. C'est vraiment bien, c'est petit, c'est assez lourd, faut le dire, mais je trouve que c'est vraiment très robuste. Et donc c'est pour ça que je suis parti avec du Kessler Crane et pour aussi les bonnes revues qu'ils avaient en ligne sur la qualité de leurs produits. Et en plus de ça, donc vous pouvez ajouter la pan and tilt head, la tête motorisée sur le slider ici, et vous avez un axe 3 mouvements. Donc vous avez le gauche-droite, haut, bas, et en plus le mouvement slider qui se rajoute à vos timelapse pour donner vraiment une troisième dimension quand vous tournez un timelapse. Ok, donc maintenant on va parler des accessoires pour terminer cette vidéo. Le premier, au niveau des trépieds, j'ai le Joby Focus qui est très important parce que c'est un GorillaPod qui nous permet de tourner des timelapse là où on ne peut pas utiliser de trépied, comme par exemple au Top of the Rock de New York City. Vous pouvez voir sur cette photo-là que j'avais utilisée. On ne peut pas utiliser de trépied là-haut, donc vous pouvez quand même utiliser des petits trépieds, des GorillaPod que vous pouvez poser sur le rebord et puis vous pouvez tourner vos timelapse tranquillement si vous n'êtes pas dérangé par tous les touristes. Enfin, mon trépied que j'utilise principalement tout le temps, c'est le Manfrotto 0,55. Donc pourquoi j'ai choisi ce trépied? Eh bien tout simplement parce qu'il n'est pas très lourd, donc c'est de l'aluminium, c'est pas du carbone. Quand il est déployé au maximum, eh bien la caméra en fait arrive à mes yeux quasiment. Donc c'est parfait pour faire mes hyperlapse. J'avais besoin d'un truc qui tient bien la route, qui est parfaitement stable quand il y a un petit peu de vent. Donc c'est pour ça que le Manfrotto 55 était parfait. Je l'utilise aussi de temps en temps avec cette tête qui est la MVH 502. Donc cette tête est très lourde, donc je l'utilise pas tout le temps, je l'utilise quand j'ai besoin de faire des jours-nuits qui vont être très longs, ou alors j'ai ma tête motorisée par-dessus, ou alors le slider. Comme ça, vous mettez tout ça directement sur la tête et ça tient parfaitement, pas besoin de 2 trépieds, juste une grosse tête. Donc voilà, mon trépied Manfrotto. Au niveau des intervallomètres que j'utilise, j'ai ce Polaroid que j'utilise depuis presque 2 ans maintenant. Il coûte 30 $ sur Amazon, il marche très très bien, il est parfait pour tout mon travail, mais j'en avais un deuxième qui a cassé il y a quelques mois, donc j'ai décidé de le remplacer par un Canon, par l'officiel de chez Canon, le TC80N3, qui est un peu cher, il faut l'avouer. Il coûte 130 $, mais j'avais pas envie d'en acheter un autre qui casse, donc j'ai parti avec le plus cher de chez Canon, le seul de chez Canon d'ailleurs. Mais ce que j'aime pas avec celui-là, c'est qu'on est limité à prendre 99 images, ou illimité bien évidemment, mais tous les autres intervallomètres que j'ai utilisés dans le passé, on pouvait faire du 399, ce qui est bien pour la majorité des timelapse de jour ou de nuit. Avec le Canon, eh bien, je suis limité à 99, donc je suis obligé de faire de l'illimité tout le temps et de calculer combien de temps ça va prendre à peu près pour faire 300 ou 400 photos suivant l'intervalle que j'ai choisi. Ensuite, au niveau des filtres ND, eh bien, pour le moment, eh bien, j'en ai qu'un seul. C'est le 6-stop 77 mm de chez Breakthrough Photography. Donc j'ai choisi celui-là parce que j'étais très sérieux au niveau des filtres et je voulais vraiment trouver quelque chose qui ne détruit pas la qualité des images. Et j'ai vraiment été surpris par la qualité de Breakthrough Photography. Leurs filtres ND sont vraiment très bien. On voit vraiment pas la différence quand on l'a ou qu'on l'a pas. Le seul truc, c'est bien évidemment qu'on doit rajouter beaucoup plus de lumière dans nos photos. Donc j'utilise principalement de jour pour avoir des vitesses de 0,5 secondes et un intervalle de 1 seconde. Donc ça fait vraiment des timelapse sympas et ça ne détruit pas du tout la qualité. Ensuite, au niveau des cartes, j'utilise principalement des PNY, des cartes 64 Go, donc qui sont à une vitesse d'écriture d'environ 95 mégabits par seconde, donc des classes 10 U3. Et pareil au niveau de Lexar, qui sont à 150 mégabits par seconde. J'ai forcément besoin de cartes rapides pour pouvoir faire des timelapse avec un intervalle d'une seconde. J'ai également une carte compacte flash 32 Go que j'ai achetée spécialement pour faire des timelapse d'une seconde d'intervalle avec mon 5D Mark III parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est impossible de faire des intervalles d'une seconde avec des cartes SD sur le 5D Mark III. Apparemment, c'est quelque chose à l'intérieur dans le moteur qui ne marche pas avec les cartes SD. Donc, ça marche très bien avec les compacts flash.
Je suis parti avec une 32 Go pour le moment. Plus de ça, on a une vitesse de 160 mégabits par seconde, donc c'est parfait pour les intervalles d'une seconde. Et enfin, pour terminer, eh bien évidemment, on a le Pepper Spray. Voilà, c'est pour se protéger au cas où, parce j'ai vraiment beaucoup d'équipements qui coûtent assez cher, donc voilà, quand je vais dans des endroits un petit peu craignos, je préfère avoir ça. La seule fois où j'ai failli l'utiliser, c'était contre un raton laveur, et j'espère ne plus l'utiliser du tout. Voilà, on ne sait jamais, ça peut aider, ça nous rassure quand on a nos caméras qui sont dans la rue comme ça. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le matos, ou alors sur mes timelapses, ou alors sur mes cours, ou n'importe quoi, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Au revoir.